chaman établit un pont entre les mondes. Les lointaines origines du chamanisme se trouveraient en Sibérie et sont présentes chez les Mongols, les Turcs, les Hongrois, les Indiens d'Amérique, mais aussi en Corse ou en Bretagne et dans la France, comme ce personnage mi-homme, mi-cerf de la grotte des Trois Frères en Ariège. Chez nous, épris de cartésianisme, le chamanisme a une aura de mystère. Et pourtant, nos druides pratiquaient le chamanisme et enseignaient à leurs élèves l'équilibre entre les êtres vivants et la nature. On retrouve entre autres, comme chez les chamans de Sibérie ou de Mongolie, la présence du cerf. Hélas, en Europe, avec la religion monothéiste, on aura tendance à associer chamanisme et magie, voire sorcellerie, alors qu'il n'en est rien. On peut dire que le chamanisme a pour base le culte et le respect de la nature et des esprits qui la gouvernent. Le chamanisme tend à nous aider à retrouver l'harmonie avec la nature et la vie. Chers amis, bonsoir. Nous voilà tous réunis une nouvelle fois pour notre dernière émission de l'année 2019. Et si j'ai commencé cette annonce en vous parlant de chamanisme, c'est parce que nous avons la grande chance d'avoir avec nous une de vraie chamane, Christelle. Bonjour. Donc nos autres invités vont se présenter, mais vous avez l'habitude, vous les avez déjà entendus. Bruno Salomoni, magnétiseur à Sens. Patrick Négron dans le rôle de Candide, celui qui pose des questions. Karine Renard, canifélin. Jérémy, grand adepte de ce genre de médecine parallèle ou de pratique parallèle plutôt. Déborah, infiniment naturaux, installée à Pont. Et Vanessa, les pierres paisibles à Migène. Et voilà. Alors nous sommes tous réunis et donc comme je vous le disais, nous avons la chance d'avoir Christelle qui va nous parler un petit peu beaucoup, j'espère, de son œuvre. Alors Christelle, présente-nous un petit peu tout ce que tu fais. Alors, le chamanisme déjà, en fait, ça fait à peu près 30 000 ans en fait que ça existe. D'après en fait les archéologues, c'est vrai que c'est toujours compliqué de savoir exactement depuis combien de temps, mais on pense en fait que le chamanisme a été découvert, on va dire, principalement déjà par les rêves, parce que c'est une des pratiques en fait les plus anciennes de récupérer en fait les informations pendant les rêves et de pouvoir en fait les ramener pour avoir des informations concrètes. Au départ, le chamanisme en fait est quelque chose d'hyper tangible puisque le chaman était là pour indiquer où étaient en fait les troupeaux de bisons, les troupeaux de rennes, etc. Et du coup, le chaman devait faire des divinations pour aller dire aux chasseurs où ils devaient aller. Donc des fois, il y avait 3-4 jours de marche avant d'aller voir le troupeau de bisons. Donc là, il n'y avait pas le droit à l'erreur. C'était vraiment en fait une science, un art qui était vraiment reconnu. Donc voilà, maintenant, bien sûr, j'ai pas besoin d'aller faire de la divination pour aller trouver des troupeaux de bisons. Non, surtout par ici. Il y en a plus beaucoup. Donc de ce côté-là, on est tranquille, mais du coup, on va plutôt utiliser les pratiques chamaniques qui sont tirées en fait des populations traditionnelles pour faire des soins, pour essayer de trouver d'où viennent en fait nos problématiques. Donc ça peut être soit en fait des énergies qui nous manquent. Des fois, on peut aussi avoir en fait des événements qui nous ont fait perdre en fait une partie de nous, ce qu'on appelle en fait en chamanisme notre âme. On peut avoir en fait des bouts d'âme en fait qui peuvent être des fois retournés vers des endroits en fait qui sont plus paisibles. Ce que nous on appelle par exemple le monde d'en haut ou le monde d'en bas. Si vous voulez, je vous expliquerai un petit peu plus ce qu'il en est. Et puis aussi, des fois, il y a des blocages. Donc, on peut aussi extraire en fait des émotions, des blocages, etc. qu'on a en fait en nous, qui nous empêchent de vraiment être qui on est. Voilà. Ça a l'air passionnant. Oui. J'ai une première question. Ouais. Comment se déroule un soin chamanique ? Oui. Alors, moi, en fait, j'utilise uniquement le tambour pour entrer en état modifié de conscience. Parce que le tambour, en fait, on utilise en fait un rythme bien précis qui va nous permettre de rentrer en fait en onde θ au niveau de notre cerveau, ce qui est ce qu'on appelle en fait la méditation profonde, et qui nous aide à vraiment être interconnectés en fait avec notre environnement. Donc du coup, déjà une personne va venir avec une problématique précise,
Et moi, je vais prendre mon tambour pour faire une première partie de diagnostic. Donc, je vais aller en fait avec les esprits pour aller voir, pour comprendre en fait pourquoi la personne a cette problématique-là. Donc, voir si c'est des choses qui bloquent ou au contraire des choses des énergies qui vont manquer à la personne. Et après, je vais raconter en fait ce que les esprits m'ont montré pour expliquer à la personne ce que j'ai pu voir. Après, une fois que la personne a donné son accord, je vais en fait pratiquer le soin proprement dit. Et là, du coup, je vais soit aller chercher des énergies qui vont manquer, des bouts d'âme, comme j'expliquais tout à l'heure, ou faire des extractions, extraire en fait des énergies qui bloquent. Donc après, cette partie de soin est vraiment très personnel en fonction des chamans. Il y a des chamans qui vont par exemple chanter, donc d'autres qui vont pas du tout chanter. Donc ça, c'est vraiment en fonction en fait aussi des alliés que le chaman a. Parce que plus on va pratiquer en fait le chamanisme, plus on a un nombre d'esprits alliés qui est grand, et c'est ces esprits-là en fait qui vont nous permettre d'avoir certaines connaissances, certaines pratiques. Et depuis, alors moi je suis très curieux parce qu'effectivement j'ai déjà vu 2 chamans, tu es la 3e chamane que je rencontre. J'ai vu les 2 autres chamanes étaient complètement différentes l'une de l'autre. Une chantait énormément, l'autre pas du tout. L'une ne m'a quasiment procuré aucune émotion, l'autre m'a fait ressentir des émotions que je n'avais jamais ressenties auparavant. Donc enfin pas un mal-être, mais des sensations bizarres et une certaine attirance. Toi, dans tes pratiques, déjà depuis quand pratiques-tu le chamanisme, et fais-tu partie de celles qui chantent ou celles qui ne chantent pas? Alors moi, je chante, et ça fait maintenant, 7 ans que je pratique, plus 8 ans maintenant que je pratique le chamanisme. J'ai fait en fait une formation qui est quand même sur 6 ans. Donc voilà, ça fait quand même un petit bout de temps que c'est carrément des études de médecine. Voilà, après, c'est vrai qu'en France, il y a des personnes qui font un week-end de chamanisme, et ça y est, ils se disent chaman. C'est pas. Alors déjà, faut savoir que dans les populations traditionnelles, aucun chaman s'autoproclame chaman. C'est en fait les personnes à l'extérieur qui reconnaissent en fait la personne en tant que chaman. Alors, on vient te voir parce qu'on est malade ou parce il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit psychologique, que ce soit émotionnel, voilà. Tout ça. Ça peut dépendre. Il y a des personnes qui peuvent me dire, voilà, je sens que je suis trop perfectionniste et je sens que ça m'empêche de faire certaines choses. Donc je voudrais comprendre pourquoi, d'où vient en fait ce perfectionnisme. Il y a des personnes qui peuvent me dire, en ce moment, je sais pas, il y a quelque chose que j'arrive pas à dépasser, mais c'est pas exactement pourquoi, ou un manque de confiance, un manque d'estime de soi. Donc après, il y a plein de thématiques différentes. Après, quand on part sur du médical, c'est quand même beaucoup plus compliqué de dire oui, je peux vous faire quelque chose. Je vais simplement dire à la personne si c'est vraiment que médical. Allez voir un médecin. Allez voir déjà un médecin, voir comment on peut vous aider. Après, on va voir peut-être qu'il y a une raison énergétique, psychologique et que ça, qui va faire que vous avez eu cette maladie. Donc, on va plutôt jouer sur le côté psychologique. On retrouve, dans ce que tu dis, on retrouve un petit peu ce que Bruno, tu nous as dit tout au long de ces émissions. Vous avez quand même des convergences. C'est en plus sur l'énergie. Voilà. Mais quand tu commences à travailler sur une personne, tu commences avant à te protéger ou tu commences directement sur le soin de la personne? Est-ce que tu as des protections exactement? Alors, en fait, c'est les esprits qui nous protègent. D'accord. Voilà, donc je vous expliquais tout à l'heure que il y a 3 mondes en fait dans le chamanisme. Il y a le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Le monde du milieu, c'est le monde dans lequel où on vit, où on va rencontrer les humains, les animaux, les végétaux. Donc du coup, on est dans un monde duel. Donc c'est là où on va avoir nos problèmes, des fois des souffrances, etc. Puisque il y a des choses positives et négatives qu'il y a. Il y a des échanges aussi. En général, quand on fait quelque chose, c'est pas 100% gratuit, etc. Et puis après, dans le monde d'en bas... C'est un peu l'esprit électeur. Oui, qui est yin et yang en même temps. C'est ça, ouais, tout à fait. Voilà. Et puis après, dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas, on va rencontrer en fait des esprits qui sont au-delà de la dualité. Donc ils ont déjà eu en fait plusieurs incarnations et ils ont réussi en fait à dépasser cette dualité. Et du coup, ils sont uniquement dans le don. Et ils sont là pour nous guider. Donc ils nous ont choisi en fait dès notre conception pour nous guider en fait dans notre vie. On est choisi dès la conception. Ouais, on est choisi dès la conception.
Et du coup, en fait, entre autres, c'est l'animal de pouvoir qui va être là, ou animal totem suivant les origines. Et donc cet animal va nous guider. Et du coup, comme il est au-delà de la dualité, et de toute façon, il peut rien lui arriver. Et quand on travaille en fait avec eux, on n'a aucun risque, puisqu'ils sont là en même temps aussi pour nous protéger. Et tu perçois les douleurs des gens, tu les ressens sur toi, ou simplement tu les visualises? Je vais voir en fait les blocages. Je vais pas forcément en fait ressentir. D'accord. Après, je peux ressentir des émotions. Voilà, je vais ressentir s'il y a un mal-être. Je vais ressentir une ambiance aussi, par exemple, si c'est lié à un événement, me rendre compte comment la personne a pu percevoir en fait l'événement. Mais je vais pas forcément ressentir la douleur. Ok. Et vous dites que plus vous pratiquez, plus vous avez d'esprits qui partagent avec vous. Donc là, ce ne sont pas des esprits qui ont choisi le chaman à la naissance, c'est des esprits qui, entre guillemets, s'acquièrent avec la pratique. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc ils peuvent aussi travailler avec plusieurs chamans. Alors oui, sûrement, oui. Je n'aurais pas à me poser la question combien de chamans ils avaient. Mais en fait, on va avoir donc notre animal de pouvoir qui est vraiment... c'est un peu comme une âme sœur, c'est vraiment notre meilleur ami quand on le rencontre pour la première fois. Enfin, souvent, ça procure une grande émotion. Et en fait, cet animal de pouvoir va nous montrer, en fait, nous présenter d'autres esprits avec lesquels on va pouvoir travailler. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais du recouvrement d'âme. Donc, c'était d'aller récupérer en fait des bouts d'âme de la personne pour les ramener. Donc, on a un esprit allié qui est spécifique en fait par rapport au recouvrement d'âme. Voilà. Tu rentres en transe quand tu es en pratique chamanique? Alors, je reste toujours consciente de qui je suis et de l'environnement où je suis. Après, il y a des transes plus ou moins profondes dans lesquelles on va rentrer. Par exemple, c'est vrai que si on voit Corinne Sombrin, où on voit qu'elle perd complètement conscience en fait de son environnement, moi ça m'est jamais arrivé. Après, plus on va partir en voyage loin, de par mes études, on a été dans des contrées un peu lointaines, donc c'est vrai que des fois on se rend compte que il y avait mon corps qui avait envie de tousser, mais j'y arrivais pas parce que c'est comme s'il y avait une partie de moi qui était trop loin. Mais je savais quand même que j'étais toujours dans la salle, que j'étais allongée, etc. Mais en même temps, je vivais un voyage autre, voilà. Donc, mais j'ai toujours quand même cette conscience de où je suis. Et comment as-tu senti, comment as-tu la révélation qui a fait de toi une chamane? Comment c'est venu? Alors en fait, j'ai eu un accident. Enfin, le chamanisme m'a toujours intéressée, mais j'avais l'impression qu'il fallait partir pendant 1 an ou 2 ans en fin fond de la Mongolie, en fin fond du Pérou, et je me sentais pas partir comme ça aussi longtemps. Et du coup, j'ai eu un accident qui m'a fait prendre en fait de la morphine pendant plusieurs mois. Et j'avais pas du tout envie de prendre cette morphine de façon comme ça, juste. Donc j'ai voulu utiliser cette morphine en me disant que j'allais l'utiliser peut-être pour rentrer en méditation, etc. Quand je prenais des doses un peu plus fortes, j'essayais toujours de méditer en même temps, et ça me donnait en même temps des informations. Et en fait, je me suis rendu compte que je partais en voyage chamanique quand j'étais dans cet état-là, parce que quand j'ai lu après des récits, etc., c'était vraiment ça. Du coup, je me suis intéressée pour trouver en fait à me former, et c'est là où j'ai rencontré en fait Laurent Hugeli, qui fait partie de la FSS. La FSS, en fait, c'est une fondation que Michael Harner a créée. Je ne sais pas si vous connaissez Michael Harner. C'est un anthropologue en fait qui a dans les années 70 s'est beaucoup intéressé en fait au chamanisme. C'est un des premiers anthropologues qui s'est rendu compte en fait que les chamans n'étaient pas des personnes bizarres, mais avaient vraiment en fait des particularités et que leur voyage avait vraiment une raison d'être. Et du coup, il s'est intéressé en fait aux différentes pratiques chamaniques à travers le monde, et s'est rendu compte en fait qu'il y avait une essence qui était universelle en fait. Et c'est cette essence-là maintenant qui retransmet en fait dans son école qui est la FSS. Et du coup, Laurent Hugeli en fait est l'enseignant en fait de la FSS en France. Et as-tu rencontré le fameux Imsar Loup Blanc? Non, je l'ai jamais rencontré. Est-ce que chaque être humain
un animal totem ou c'est juste le chaman? Oui, tous les êtres humains ont un animal de pouvoir. Alors après, en fait, le fait de partir en voyage chamanique, beaucoup de personnes peuvent le faire, hein, parce que en fait, quand on utilise le son du tambour, on va utiliser en fait une fréquence qui est à peu près de 4 Hertz, et du coup, ça va aider en fait notre cerveau à rentrer justement dans les ondes θ qui est située entre 4 et 7 Hertz. Donc c'est une capacité en fait que beaucoup de personnes ont, comme la méditation, mais c'est une pratique en fait. Il faut simplement s'entraîner. Il faut déjà y croire un minimum, parce que si déjà on n'y croit pas, c'est un peu plus compliqué. Mais donc c'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire. Et ce qui est important, c'est de se dire aussi que par exemple en Sibérie, dans des populations traditionnelles, il y a plein de familles qui en fait ont un tambour, et quand ils ont en fait des problématiques personnelles, ils vont en fait aller taper du tambour pour résoudre leurs petites problématiques Tu vas quotidiennes. aller m'acheter un tambour. Bah si. C'est extraordinaire ce truc. Moi, je t'avouerai franchement que j'ai fait, comme je te l'ai dit, hein, j'ai vu 2 autres chamans. La première ne m'a vraiment rien fait. Elle a joué du tambour, elle a joué un autre instrument, je ne sais plus lequel. Ça ne m'a absolument donné aucune émotion. Mais la seconde, qui a pourtant été bien à une 30aine de mètres de moi, a joué de son tambour, a fait résonance dans l'ensemble de mon corps, quoi. Donc, est-ce que chaque tambour a sa propre fréquence, ou est-ce que est-ce que c'est toi qui as fabriqué ton instrument, ou est-ce quelqu'un qui te l'a fabriqué, qui te l'a offert, ou vendu entre guillemets, parce que c'est un don, hein. Je sais que ces tambours sont tous faits main, et donc c'est un peu un don de soi quand on t'offre un tambour. Donc comment t'es parvenu ton tambour? Alors, purement par hasard, en fait, après, quand on apprend le chamanisme, on se rend compte qu'il n'y a jamais de hasard. C'est justement les animaux de pouvoir qui font les hasards dans notre vie, dans notre quotidien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au Salon Zen à Paris, rien de très traditionnel. Mais du coup, je suis tombée en fait sur un stand avec plein de tambours. Et du coup, j'ai vu mon tambour en fait pour la première fois, et j'ai su qu'il fallait que je reparte avec. C'était impossible autrement. C'est un peu lui qui t'a choisi, donc. Ouais, on s'est choisi, ouais. En fait, il y a vraiment eu un coup de foudre. Et la première fois en fait que j'ai joué de mon tambour, j'ai vraiment eu une émotion très très forte. Excuse-moi, tu peux jouer simplement avec le tambour, ou tu peux jouer aussi avec un gong ou un bol ou autre chose? Alors, c'est vrai que ça dépend en fait des régions. Oui. Le tambour en fait est quelque chose qui est utilisé beaucoup, voilà, au niveau du chamanisme. Mais par exemple en Sibérie, il y a aussi les guimbardes qui sont utilisées. Oui. En Australie, il y a le didgeridoo aussi qui est utilisé. Ouais. C'est et aussi il y a cette tuyau. Ah oui. il y a aussi un, j'ai perdu le nom, où ils font tourner au-dessus de la tête. Voilà, et c'est aussi en fait un. T'as essayé à part le tambour, ou t'as essayé autre chose pour voir ce que ça donnait? Alors j'ai pas pris de plantes, si c'est la question. Non, je crois qu'il parlait d'instruments. D'accord. Je dis parce que j'ai rien à vendre. Non. Parce que les plantes aussi sont aussi une pratique pour partir en voyage chamanique. Non, c'est surtout au niveau de ton instrument de musique. Oui, après, moi j'utilise aussi la guimbarde. D'accord. Voilà. Okay. Mais beaucoup moins. Et le hocher aussi. Et après une séance, tu te sens comment? Un peu plus revitalisé ou un peu fatigué? Ah non, revitalisé. Ouais. D'accord. Ah ouais. Et est-ce que tu dis que le tambour joue un parallèle avec les derviches tourneurs? Oui, mais les derviches tourneurs sont tout à fait en fait des chamans. Hein. C'est en fait il y a différentes façons de partir en état modifié de conscience. Il y a la méditation que beaucoup de personnes connaissent, mais il y a aussi le chant des mantras. Il y a la danse aussi. Enfin voilà, suivant en fait la région dans laquelle on est, on a différentes pratiques qui nous permettent de rentrer en état modifié de conscience et de prendre conscience en fait de tous les esprits qui sont autour de nous, de tout notre environnement qui sont invisibles aux yeux physiques. Ça me plairait ça, moi. Et à part les plantes est-ce que tu travailles avec les pierres aussi? Non? Alors, on travaille par exemple pour les recouvrements d'âme, on utilise le cristal beaucoup, parce qu'on dit en fait que le cristal c'est la seule pierre qui est capable d'être identique dans le monde d'en haut, dans le monde du milieu et dans le monde d'en bas. Donc quand on va aller récupérer en fait les bouts d'âme des gens, on va prendre un cristal pour aller rattraper en fait, ça va nous servir de véhicule en quelque sorte pour ramener en fait le bout d'âme à la personne.
Oui, c'est ça, je confirme. Le cristal de roche est en fait une pierre avec laquelle on peut faire énormément de choses, donner énormément d'attention et faire beaucoup de pratiques. Et elle a une puissance qui lui est propre. Elle est vraiment unique dans le monde du cristal. Tout à On fait. la purifie au soleil. Au soleil ou à la lune, là, pareil, on peut avoir plusieurs méthodes de purification pour ce cristal qui accepte beaucoup de choses. Tu parlais d'état modifié de conscience. Je crois que tu nous as mis, Déborah, dans un état modifié de conscience. Complètement, elle est en train de boire tes paroles. Mais elle est submergée par tes paroles. Je prends les infos. Non, mais c'est vrai que c'est passionnant. Mais ça. je ne dors pas, je rassure tout le monde. Oui, ça se voit. Tu peux pas nous faire un stage, tu vois, rien que pour nous, là. Non, mais c'est vrai, rien que Ce serait avec plaisir. les personnes qui nous entourent, bah, peut-être pas maintenant, bien évidemment, Oui. mais dans un autre lieu. Ouais. Et puis, nous amener justement à cet état modifié de conscience, Ouais. voir jusqu'où on va aller, ça serait passionnant, quoi. Et moi, En je fait- demande que ça. Moi. Afin d'en parler après. Ouais, je Une fais justement expérience. des stages d'initiation. Mais ça serait Voilà. bien de nous les Pendant faire un savoir. week-end. Ouais, tout à Et puis fait. comme ça, on pourrait En les plus, annoncer Voilà, sur on la pourra les radio. passer sur notre page Facebook qui s'appelle les grands mystères. Hein. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook. Et si vous avez des de l'émission. questions aussi, n'hésitez pas à appeler. Oui, Et puis absolument. Antonin Appelez. se fera un plaisir de nous donner vos questions. Est-ce que tu dois travailler spécialement à un endroit où il y a des endroits que tu ne peux pas travailler? Pas spécialement? Non, on peut réussir à travailler un peu D'accord. partout. Alors c'est vrai que moins il y a de béton, mieux c'est. Oui. Puis c'est sympa, mais après, ça m'est arrivé aussi de D'accord. devoir le faire. Ils sont pas. C'est sûr que ça m'est arrivé aussi de faire des soins dans des lieux sacrés où Mhm. j'emmène en fait les gens en fait sur le lieu sacré. D'accord. Et c'est complètement différent parce qu'on a en plus en fait l'énergie du lieu sacré qui est là, qui nous aide, qui nous transporte et qui voilà. Donc Qu'est-ce que tu appelles lieu sacré? C'est ce que j'allais exactement? me poser. alors un lieu sacré, ça peut être un menhir, ça peut être un dolmen, D'accord. voilà. Ah, Ok. Oui, Ah oui. j'ai pas emmené les gens dans des églises et taper du tambour. Je pense que ça non, va très ça bien. serait mal vu. Après, il y a des églises Va faire un qui tour sont à placées Saint-Gervais dans à des Paris endroits et tu seras avec des lieux surprise. vibratoires qui à la place étaient Tout à fait. Hein. Non, mais là, c'est sûr. De toute façon, les églises étaient souvent ont repris en fait l'endroit d'anciens menhirs, anciens dolmens. Mais je suis pas sûre que je sois très bien acceptée à taper du tambour dans une église. Par contre, l'ouverture d'esprit. C'est ça. Vas-y, Patrick. Peut-être pas pour jouer du tambour, mais va à Saint-Gervais à Paris. J'ai emmené des gens qui étaient, comme on dit, athées, mais style athée borné, tu vois, pour pas dire abrutis. Ils sont ressortis, oh, c'est drôle, j'ai senti des drôles de choses, c'est bizarre, il y a un drôle de climat dans cette église. Oui, Tu oui, vas à tout à fait. Saint-Gervais à Paris, tu verras, c'est spécial. Mais tout à fait, en fait. Ça, Julien Le Pauvre. Parce que je fais aussi, en fait, de la géobiologie. Et Ah. je vais emmener aussi les gens, en fait, pour apprendre à décoder Donc, tu les vois ce que lieux je veux sacrés. dire. Tout à fait. T'as retiré ma parole, justement. Je voulais parler de ta deuxième, une de tes deuxièmes cordes à ton arc, puisque j'ai quand même pas mal été visiter et ta page Facebook et ta page. Ça veut dire qu'il et- travaille. Mais je travaille, je prépare mes Mais il émissions. n'arrête pas. Et je prépare les émissions. Effectivement, j'allais parler de la géobiologie et c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Entre autres, tu nous expliques un peu le chamanisme devant un menhir. Et je ne sais pas où se trouve ce menhir, mais il m'a attiré. Il est au bord de l'eau. Voilà, ça m'a donné des frissons. Il est où? Faut qu'on le sache. Et c'est là Il à est ce à ce moment-là. poids, juste à 10 km au nord de Montargis. Voilà. Et j'ai dit à Debout, regarde, ça va te plaire. Et c'est vraiment. Je vais Voilà. aller voir ça ce soir. Je vous invite vraiment. Hein, l'adresse de la page Facebook de Christelle est sur la page Facebook des Grands Mystères. Donc n'hésitez pas à y aller. Et n'hésitez pas, comme l'a dit Véronique, à nous poser des questions. Il Oui. y a un menhir à Chauveau. Oui, et il y a un menhir aussi dans la forêt d'Hôte, là, juste Ah, après mais- Malais-le-Grand. Les menhirs, il y en a un peu partout. La forêt d'Hôte est un lieu sacré où il y a un nombre important de chemins sacrés et justement d'endroits où l'énergie sont extrêmement importantes. Ah, j'apprends un truc. C'est vrai. tu Ah bah écoute, je savais je te transférerai des liens Ouais. où il y a des liens sacrés dans la forêt d'Hôte. hein. C'est vrai qu'il n'est pas d'ici, Ouais, ça Bruno. fait que hein. 2 ans que je suis là, moi. Aussi, j'ai fait une journée d'initiation pour les lieux sacrés sur les polissoirs à côté de Villeneuve-l'Archevêque. D'accord. Et les polissoirs étaient aussi en fait des lieux sacrés parce que on a l'impression que c'était des lieux pour polir en fait les haches et on se rend compte en fait que les traces qu'il y a en fait sur ces pierres-là, en fait, elles sont faites que en quelques heures. Donc, si c'était un atelier vraiment pour polir les haches, ça serait pas logique en fait qu'il y ait que quelques traces. Et on s'est rendu compte en fait que certaines pratiques chamaniques sont là aussi pour frotter en fait les pierres pendant plusieurs heures pour entrer en état modifié de conscience.
Donc c'est ça peut une être aussi une répétition pratique. du mouvement. Voilà. D'accord. C'est comme on voit certains religieux qui se balancent sans arrêt. Ça doit avoir un rapport quelque part. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est troublant. C'est immensément troublant, quoi. Bon, et au niveau de l'animal totem qu'on a chacun, comment fait-on pour savoir quel est notre animal totem? Alors du coup, il faut aller dans le monde d'en bas, dont je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Et c'est dans le monde d'en bas en fait qui se situe. Et donc, déjà, il faut écouter le tambour, etc., ou faire d'autres pratiques pour rentrer en état modifié de conscience et pouvoir en fait descendre dans le monde d'en bas. Alors, chers auditeurs, tout à l'heure, vous allez entendre le tambour parce qu'elle nous l'a amené. Donc, on ne sait pas ce qui va nous attendre. Surprise. Dans le monde d'en bas, on rencontre notre animal. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, entre autres, il n'y a pas que lui, mais entre autres, il est dans le monde d'en bas. Karine espère très fort que ce soit un chat. Oui. Et en fait, quand on parle de monde d'en bas, là, c'est pas forcément négatif. Comme on pourrait l'entendre dans certaines autres pratiques où le monde d'en bas est négatif et le monde d'en haut est positif. Non, c'est pas du tout l'enfer. C'est pas les mêmes états entre guillemets de conscience. Ouais. Et puis après, c'est vrai qu'il y a le monde d'en haut aussi, où on va rencontrer en fait notre guide spirituel, notre guide du monde. Oui, il y a aussi des guides. C'est pas que des animaux en fait. Il y a aussi des guides spirituels qui se présentent. Sous les guides spirituels, ils sont plutôt dans le monde d'en haut. Dans le monde d'en bas, on va rencontrer principalement en fait des animaux et aussi des anciens chamans qui sont là pour guider les chamans qui se sont incarnés à l'heure d'aujourd'hui. Oui, voilà. Moi, quand je travaille, je ressens plus, pas tellement l'animal, mais je ressens plutôt les énergies même positives, mais de personnes par contre. Tout à fait, ouais. C'est pareil, moi dans mon travail, je ressens aussi des personnes, rarement des animaux. Par contre, si c'est des animaux, ça va être des animaux qui m'ont appartenu, qui viennent faire un coucou, mais pas des animaux totems. Ouais. Et Karine et moi, là, je suis sûre que les animaux, ça nous plairait bien de les rencontrer. Par contre, moi, je vois, c'est une question qui me vient. Quand j'étais enceinte, mes enfants sont tous les deux venus se présenter la première fois sous forme d'animaux. Donc, j'avais eu un renard et un hibou. D'accord. Donc, je me demande s'il y a un lien avec leurs animaux totems. Peut-être. C'est vrai que comme ils nous ont choisi dès la conception, en fait, ils sont là dès le départ. Donc c'est possible que ça soit les animaux totems de mes enfants. Ouais, tout à fait. Et y a-t-il des contre-indications? Alors on te bouscule de questions, mais ça c'est tellement intéressant. Y a-t-il des contre-indications à la pratique du chamanisme en tant que praticien et en tant que receveur de la pratique chamanique? Alors idéalement, comme moi je pratique qu'avec le tambour, il faut éviter en fait de prendre des plantes. Parce que je trouve que ça altère en fait l'expérience. Donc c'est là où c'est important. Après, je dirais qu'il faut déjà être un minimum ouvert en fait à la pratique, ne pas se dire c'est pas possible, etc. Après, moi j'ai jamais vu des personnes qui n'y arrivaient pas du tout. Des fois, ça peut être les gens qui attendent par exemple de voir des visions, mais en fait ils sont pas visuels et en fait ils captent pas qu'ils ont des sons ou des perceptions, des sensations qui arrivent. C'est pas forcément un film hollywoodien. Voilà. Bien, nous allons faire notre petite pause et on va reprendre ça parce que là on n'a pas vu le temps passer. Donc notre pause, c'est toi Jérémy qui va nous annoncer. Oui, j'ai demandé la lune d'Indochine. En honneur de Christelle. Avec le thème. Merci beaucoup. Et nous voici revenus, donc on redonne la parole avec Christelle parce que nous buvons ses paroles. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, Christelle? Alors, sur quoi moi, j'avais peut juste partir, une question, si je me permets de te couper, parce que on parlait de contre-indication et du coup, c'était la pause, j'ai pas voulu intervenir. Donc, en fait, les gens qui viennent te voir n'ont pas de contre-indication à ta pratique. Moi, je vois, par exemple, en réflexologie, les problèmes cardiaques ou certains problèmes de circulation sanguine vont être déconseillés. Toi, à ce niveau-là, on va dire que de 7 à 77 ans, c'est jouable pour tout le monde. Après, c'est vrai que si la personne a un pacemaker ou quelque chose comme ça, c'est important parce que du coup, j'ai pas par posé. Rapport aux vibrations. Voilà, par rapport aux vibrations, parce que moi, ça m'arrive de poser en fait le tambour sur la personne. Donc c'est vrai que la vibration peut être gênante par rapport au pacemaker. Et peut-être si une femme enceinte vient au tout début de sa grossesse, pareil, en tout cas me le dire pour pas que je pose le tambour sur son ventre. Mais dans l'ensemble, il y a peu de contre-indications vraiment. Enfin moi je sais que j'ai fait ma dernière année de formation, j'étais enceinte, même au début, ça m'a pas posé de problème pour autant. Ok, super.
Tu vas peut-être pouvoir préparer ton tambour pour nous faire une petite démonstration. Nous, pendant ce temps-là, on va essayer de trouver. On va commencer à parler du deuxième sujet, qui est donc l'attraction, enfin les effets de la Lune sur la Terre, les hommes et les animaux. Pendant que tu prépares, et puis écoute, on a envie de t'entendre faire cette démonstration. Voilà. Mais avant, je veux juste faire un gros bisou à Marie-Pierre qui nous écoute de Bordeaux, comme quoi on a des fans qui viennent de très loin, quand même. Voilà. Donc, Véronique, oui. Le deuxième sujet qu'on devait parler, c'était la Lune. La Lune. Qu'est-ce que tu as préparé? Dis-nous tout. Moi, qu'est-ce que j'ai préparé? Rien. Je vous les autres. Donc, je vous fais bosser, c'est moi le boss quand même. Là. Vanessa, on te sent prête là. On l'entend pas beaucoup. Allez Vanessa, on t'écoute. Non, c'est ça. Alors aujourd'hui, on va parler de la Lune, du coup, et des influences qu'elle peut avoir sur nous, les humains, ou encore le jardinage. Par exemple, jardiner avec la Lune, c'est très connu. La biodynamie, les cycles lunaires, certains cycles sont favorables aux feuilles, d'autres à la taille. Et donc, c'est des pratiques qui sont utilisées depuis très longtemps. Donc, tout simplement, par exemple, pour la biodynamie, entre les signes du zodiaque et la Lune, on peut avoir différentes périodes. Par exemple, quand la Lune est... croise les zodiaques, donc le taureau, la vierge ou le capricorne, ça va être des jours racines, par exemple, très favorables à tout ce qui est plantation de plantes racines. D'autres, comme les signes d'eau, le cancer, le scorpion ou le poisson, seront favorables aux feuilles. Et donc, en fonction des cycles lunaires, on va poser ces légumes, ces plantations à certains moments. Il y a des agriculteurs qui le suivent, ça. J'ai déjà vu le livre qu'ils ont. Il y a beaucoup de métiers d'ailleurs qui ont rapport à la nature et qui sont quand même très suivis au niveau de la Lune parce qu'il y a une réelle influence sur le retour. Et c'est ancestral, oui, tout à fait. Utiliser déjà ce type de calendrier. Et ce qui est fou, c'est qu'on l'oublie. C'est ça. Notre société moderne l'a oublié. Maintenant, quand on dit ça, ça paraît perché. Mais à la base, il y a une raison de pourquoi on dit ça. Effectivement, c'est ancré, comme dit Karine, et parce que ça a été testé depuis X et X générations. Ça sort pas, des années 2000. On purifie certaines de nos pierres aussi à la Lune. Le rechargement, oui. C'est pas la purification, c'est le rechargement. C'est la Lune qui va donner de l'énergie à la pierre. Et la purification alors? La purification, c'est contact indirect du gros sel. D'accord. Voilà, c'est deux choses différentes. Merci. Mais la Lune afflue aussi sur les hommes, puisque depuis les marées, les marais et pas que. En période de pleine lune, il y a beaucoup plus de sorties de pompiers, d'ambulances, même de police. Les gens sont plus énervés. Il y a des taux de suicide plus grands. C'est très controversé. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est très controversé, mais c'est très controversé, mais je te rejoins parce qu'en fait, c'est très controversé par rapport au côté scientifique. C'est-à-dire que j'arrive pas à bouger mon micro comme il faut. Non, je vais le casser sinon, donc je vais rester comme ça. Les scientifiques en fait ont du mal à nous prouver par A plus B que effectivement la Lune va avoir une influence. Mais où je te rejoins, c'est que quand sur le terrain tu vas aller interroger les infirmières, tu vas aller interroger les gens, les policiers, les gendarmes, etc. Tous vont avoir à peu près la même chose, où ils vont dire effectivement il y a quand même une activité qui est plus intense. Donc les gens qui sont de plus mauvaise humeur, qui sont beaucoup moins patients, qui sont beaucoup plus agacés, etc. Même si nos scientifiques nous disent que non, il faut aussi relativiser parce que leurs études restent moindres. Et c'est qu'un panel, comme à chaque fois. Et je pense aussi que, comme là autour de cette table, il y a des personnes qui ont des énergies qui vont être plus ou moins réceptives aussi à cette lune et qui vont forcément avoir des incidences personnelles que d'autres ne ressentiront pas. Contient à peu près 60 à 70% d'eau. 80%. Ouais, 80% d'eau. Donc, automatiquement, ça joue sur l'humeur de la personne. Là, je viens de voir que Christelle a préparé ses affaires. Christelle, est-ce que tu es prête à nous faire cette démonstration? Alors, oui. Il faut nous présenter tout ce que tu as sorti, là. Voilà. Alors, j'ai sorti une bougie et puis de la sauge blanche. Donc, c'est en fait une plante qui pousse plutôt en Arizona. Chez nous, on peut aussi utiliser l'armoise, qui est aussi en fait le pendant en fait de la sauge blanche. Et donc en fait c'est pour créer en fait cet espace sacré qu'on va en fait faire une fumigation avec la sauge blanche. Donc
Je répète juste simplement que l'émission est filmée en direct. Si vous voulez suivre et assister à cette démonstration, n'hésitez pas à vous connecter sur la page Facebook des Grands Mystères. Alors après, je peux vous montrer en fait les différents rythmes qu'on peut utiliser pendant le voyage. Après, faire un voyage, en fait, il faut toujours une intention. Alors sauf si quelqu'un a une intention pour le voyage, mais on part jamais en fait en voyage juste comme ça pour partir en voyage. Donc après, je peux vous montrer en fait les rythmes qu'on utilise pour partir en voyage chamanique et voir déjà ce que ça peut provoquer. Quand tu dis une intention, donne-nous un exemple d'intention. Une intention, ça peut être un soin pour quelqu'un, ou ça peut être aller chercher en fait un message, par exemple de la terre. Ok. Voilà. Ah bah alors, on a tous des intentions. C'est ça. Non, mais je pense que vous avez fait une démonstration des rythmes, ce sera déjà un bon début. Et puis, pourquoi pas pour prendre rendez-vous avec toi. Hein. Oui, tout à fait. Alors, là, elle est en train d'allumer la bougie. Rouge. La bougie est rouge. Est-ce que ça a une importance particulière ? La couleur n'a pas d'importance. Non, mais des fois, certains détails peuvent être très importants. Donc, elle va purifier certainement la pièce avec la sauge blanche. Qui pousse en Arizona. Je ne bouge pas, j'ai pas besoin de bouger, je peux rester à côté. Oui, et la sauge, d'ailleurs, j'en profite, peut être utilisée pour nettoyer aussi sa maison, son lieu de travail, etc. C'est pas que pour les chamans. L'herbe des sages d'après Platon. De sauge comme ça, en bâtonnet ? En bâtonnet, non. Il y en a aussi parfois directement en encens. Alors après, il faut prendre les encens avec le bâton sont beaucoup moins efficaces. En fait, du moment qu'on a un grand morceau de bois, c'est pas la même chose du tout. C'est plus aromatique que énergétique. Après, c'est toujours important de savoir avec quelle intention on va aussi brûler la sauge. Antonin, il s'inquiète parce qu'il a pu nous voir bientôt, Antonin. Non, fallait juste me dire qu'il y aurait du feu en studio. On le savait pas, je suis désolé. Je savais pas non plus. Ça ne va pas brûler, tout va bien. C'est bon, y a pas ça va parfumer, ça sent très bon. Par contre, ça sent vraiment très très bon, ouais. Donc voilà, du coup, on a le tambour, en fait, qui est la partie féminine, en fait, du tambour. Et puis, on a la maillotche, qui est la partie masculine, en fait, du tambour. Donc ça sert à rien de taper en fait comme un dingue quand on joue du tambour. Juste en fait, on peut très bien faire rebondir en fait la maillotche sur le tambour. Donc le rythme en fait qu'on utilise pour partir en voyage chamanique est un rythme en fait très régulier et assez rapide. On tape à peu près 220 battements par minute en fait au niveau du tambour. Donc je vais vous faire une petite démonstration. C'est un rythme qu'on va garder pendant 15-20 minutes en fait pour faire le voyage, pour pouvoir aller récupérer en fait les informations. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont voyager plus rapidement que d'autres. C'est vrai, c'est aussi au niveau de la pratique. Plus on va pratiquer, plus on va avoir les informations rapidement. Et puis après, il y a des personnes aussi qui voyagent plus lentement que d'autres. Après, il n'y a pas vraiment il n'y a pas une technique qui est mieux qu'une autre. Enfin voilà, chacun voyage à son rythme. Donc pour le chaman en fait, le tambour en fait c'est notre cheval. C'est lui qui va nous permettre en fait de voyager en fait. Et donc on va s'appuyer en fait sur le son du tambour pour pouvoir en fait partir. Alors souvent en fait quand on fait un voyage chamanique, on est allongé. Donc il faut quand même un peu se détendre un petit peu avant, au moins respirer 3-4 fois par le ventre pour pouvoir lâcher un peu notre mental. Et ensuite, en fait, utiliser ce rythme du tambour pour pouvoir partir, en fait, déjà en état modifié de conscience et après partir en voyage. Mais quand toi tu fais ton voyage, c'est pas toi qui joues du tambour? Si, c'est moi qui joue du tambour. Wow. Ouais. Alors, plus tu vas faire des voyages, au départ, tu peux soit taper du tambour, soit voyager. Et après, tu vas pouvoir taper du tambour et voyager en même temps.
Et puis après, tu peux taper du tambour, voyager, chanter et danser en même temps. Tu peux faire le tout, ouais. Tu t'améliores au fur et à mesure, quoi. C'est ça. Et y a-t-il d'autres rythmes? Donc, tu as annoncé le premier rythme donc, pour partir vers ce voyage. Les autres rythmes, quels sont-ils? Alors, après, ça va être par exemple quand on fait le soin, où là, du coup, c'est vraiment à l'instinct, en fonction de ce que... Quand on fait un soin, on est toujours, en fait, souvent fusionné, ce qu'on appelle avec un esprit. Donc c'est que du coup en fait on est simplement un canal et c'est l'esprit en fait qui va nous guider. Et du coup c'est l'esprit qui va en quelque sorte jouer à travers nous. Donc là après c'est vraiment le rythme va dépendre en fait du soin qu'on a à faire. Et puis après il y a le retour. Quand on part en voyage, après c'est important de savoir quand est-ce qu'on revient. Donc après il y a le retour pour indiquer en fait attention le voyage est en train de se terminer. Donc je vous fais le rythme du retour. Donc là, ça veut dire attention, c'est en train de se terminer. Et là, on revient en fait pour dans le monde du milieu, vers là où on est. Et là, on revient ici maintenant. C'est grave, ça fait vibrer l'intérieur. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, il fait pas particulièrement chaud. Je ne suais pas avant que tu te mettes à taper du tambourin. Et je ne peux même pas expliquer dans quel état de sueur je suis actuellement. J'expliquais, je montrais ça à Debo qui rigole beaucoup. Et qui est aussi en train de suer d'ailleurs. Il fait chaud. Mais ça me perturbe beaucoup. Ça doit être la bougie, ça doit être ça. Ou la sauge. Ok, est-ce que tu as d'autres rythmes à nous montrer? Sinon, après, on va reprendre sur la Non, Lune. il y a pas spécialement d'autres rythmes. En fait, c'est vraiment le rythme principal pour voyager qui est important. En fait, et c'est celui-là qui va nous permettre de nous aider à rentrer en état modifié de conscience. Moi, j'en reviens vraiment. Il faut qu'on fasse sur sens. Je suis sûre qu'il y aura des tas de gens intéressés. Il faut qu'on fasse un stage et qu'on découvre ça. Ce sera avec plaisir. Voilà. Alors, si vous êtes intéressés, n'oubliez pas d'appeler la radio et on vous dira tout ça. On s'organisera pour le début de l'année. Est-ce que tu as des gens qui sont plus réceptifs que d'autres? Pour le voyage ou au niveau du soin? Ou au niveau du soin. Alors, il y a des personnes, c'est sûr, qui vont voyager plus ou moins facilement. Après, c'est une question de pratique, comme la méditation, par exemple. Des fois, il y a des personnes qui vont réussir plus facilement à partir en méditation que d'autres. Mais en fait, on se rend compte maintenant au niveau des neurosciences, en fait, que c'est une faculté en fait que le cerveau a naturellement. Mais après, comme la méditation, il y a des personnes qui ont du mal à méditer. Moi, je pars plus facilement en voyage chamanique que je pars en méditation. Voilà, donc après, on a chacun aussi nos particularités. Ok, bah écoute, merci beaucoup Christelle, c'était hyper intéressant. J'ai passé un très très bon moment et on va reprendre le sujet de la Lune. Oui, alors Vanessa, tu nous parles passer du coq à l'âne. C'est pas du coq à l'âne, non, c'est vrai, c'est vraiment complémentaire. Ouais. Alors pareil, pour la Lune, on dit souvent qu'il y a des personnes qui sont lunaires et des personnes qui sont solaires. Lunaires et solaires. On observe quand même des gens qui sont donc les solaires sont des personnes qui vont beaucoup rayonner, qui ont vraiment ils vont transmettre la joie facilement. Les lunaires, ce sont des personnes qui vont être beaucoup dans la réflexion. Et on remarque que ce sont des gens qui sont introvertis, qui réfléchissent beaucoup, qui intellectualisent beaucoup les choses. Et c'est vrai qu'on voit bien se détacher de deux types de personnalités. Et l'expression mal luné vient également de là. Oui, voilà, c'est ça. Mal luné. Lunatique aussi. J'en connais une surtout qui est mal lunée régulièrement. C'est pas moi. Je ne citerai pas de nom. Mais non, être mal luné, c'est justement. Je la connais pas. vient du fait que au moment des pleines lunes, les personnes sont un peu plus énervées. Donc ça, il y a eu des tests qui ont été faits. Il y a un peu plus d'énervement et de stress au moment de la pleine lune, d'où l'expression être mal luné. Oui. J'ai un ami qui est infirmier en psychiatrie. Il comprend tout à fait ce que tu dis. Les nuits de pleine lune,
Certains patients, il faut qu'ils soient 3 ou 4 pour le maîtriser. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y a après un décalage entre ce qu'on peut imaginer parce qu'on le vit tous les jours et ce qui se pose en tant que scientifique. Parce que les scientifiques à ça, justement, répondent non, il n'y a pas plus de soucis en termes de psychiatrie, alors qu'au final, on voit bien quand même qu'il y a des soucis sur le terrain. Il n'y a pas plus susceptible que ces gens-là. Voilà. Et s'il y a un truc qu'ils ne peuvent pas expliquer, ça n'existe pas. C'est parce que c'est difficilement relevable par des chiffres, des quantités, des nombres. Et pourtant, ça existe. Bien qu'il y ait une fréquence en termes de, par exemple, d'internement, on voit beaucoup plus d'internements les soirs de pleine lune. Pourtant, c'est pas mesurable sur des données scientifiques. On peut pas relever que, par exemple, il y a une augmentation de taux hormonal ou autre qui soit hormonal. Et deux infirmières. C'est exactement ça. En psychiatrie, on le voit beaucoup. Ils ont beaucoup plus d'impulsions sexuelles en fait au niveau de la pleine lune. Et 2 infirmières m'ont confirmé que bien plus d'accouchements également. Tout à fait. C'est quand la prochaine pleine lune? Elle vient de passer. Et donc ça agit sur les humains, mais également sur les animaux. Ah oui, tout à fait. En fait, les animaux ont une super activité au moment de la pleine lune. Je vois mes chats en pleine nuit. Bien sûr. C'est en pleine nuit, c'est de la folie. Un autre pour eux, exemple, c'est comme en plein jour en fait. Donc les batraciens, le cycle sexuel des batraciens sont basés sur le cycle lunaire et les batraciens se reproduisent qu'en période de pleine lune, sachant que 80% des batraciens sont nocturnes. Une grosse activité sexuelle se passe effectivement les soirs de pleine lune dans nos mares. Oui, ça on pourrait en reparler avec Daniel s'il nous écoute, parce qu'il avait l'air d'être super pointu sur tout ce qui était batracien et toutes bébêtes, en partant des insectes jusqu'aux gros animaux. Donc oui, ça on pourra toujours en reparler. On a les insomnies aussi, toutes les personnes qui n'arrivent pas à dormir en période de pleine lune. Et 2 jours avant même. Et 2 jours avant, 2 jours après même aussi. Et je vous annonce qu'en janvier, Didier qui, vous savez, celui qui s'occupe des chouettes, qui leur fait des nichoirs, viendra nous reparler de son association. Pour un animal qui a un rapport avec la lune, on a quand même la chouette, hein. Voilà. Alors, les seuls essais et statistiques médicaux nickel qui ont été faites, c'est sur le sommeil. En période de pleine lune, on perd 20 minutes de sommeil. Chaque personne perd 20 minutes de sommeil. Et sommeil. De comment? De sommeil. J'ai dit quoi? Soleil. Soleil, justement, la lune, le soleil, voilà. Voilà. Donc, mais également les cycles de sommeil, donc que ce soit le cycle profond ou paradoxal, sont moins efficaces et de moins bonne qualité. Donc, il faut faire attention. Faire attention, non, on peut rien y faire, de toute façon. Faire attention, sachant qu'en plus cette année 2020, il y aura 13 pleines lunes au lieu de 12. Donc tous les 4 ans, vous avez 13 pleines lunes au lieu de 12. On est dans une année bissextile? Non, pas forcément. C'est le cycle lunaire est fait tel quel. Tous les 4 ans, on a un cycle de 13 pleines lunes. Comparativement aux 12 habituellement. Oh, ça doit être révélateur de quelque chose, hein. Bruno, tu vois rien, toi tu sais pas ce qui peut se passer. L'année 2020, tiens, c'est dommage qu'on ait personne qui... À mon avis, c'est pas génial au niveau climat, etc. Ça a déjà commencé même. Tout à fait. Au niveau de l'eau et tout ça, c'est loin. Les tremblements. Exactement. C'est vrai que la planète est dans des séries de nettoyage et donc d'augmentation de taux vibratoires, et ça se passe souvent par des catastrophes naturelles. La cathédrale qui a brûlé, ça a été aussi, ça paraît impressionnant, mais quelque part, ça a été une élévation du taux vibratoire. C'était un nettoyage en fait énergétique. Et ce qui se passe un peu partout, les révoltes, un peu partout dans tous les pays, c'est conséquence de ça. Elle suit le climat et l'énergie qui ressort en ce moment. Ça me pose question, là, l'histoire de la cathédrale. Tu dis qu'elle a brûlé pour un nettoyage? En quelque sorte, oui. En fait, le feu est purificateur. C'est pas une catastrophe vue de l'extérieur, si, puisque ça a brûlé, ça a été détruit. Mais le feu sert à nettoyer un petit peu les mémoires du passé. Donc si elle a brûlé, c'était pour nettoyer les mémoires du passé.
Voilà, en quelque sorte, tout ce qui a été un petit peu très négatif. Il y a même eu des personnes qui ont dit quelque part aussi que le feu a permis de tourner le regard pour les croyants vers Dieu. C'était un signe de Dieu pour dire regardez-nous, nous sommes là. Ah, ça, je serais plus dans... Parce que dans ce cas-là, tu prends par exemple Auschwitz, il aurait dû cramer depuis très longtemps. Hein, parce que... Ça, c'est encore différent et on est encore un petit peu tôt pour le nettoyage de cet endroit-là. Ça met du temps, ce sont des cycles qui sont longs. Ah oui, le feu arrivera peut-être, mais pas immédiatement. Après, il y a d'autres coïncidences. En préparant l'émission, on s'est aperçu que les périodes de pleine lune sont tous les 29 jours et demi et les périodes de menstruation des femmes sont toutes les 28 jours. Alors là, c'est monsieur qui vient de découvrir le truc, hein, parce que je pense que la plupart des femmes sont, je l'espère quand même au courant. Les 28 jours, j'étais forcément très au courant, ça y a pas de souci. La lune aussi quand même. Non, les 29 jours et demi, je n'étais pas au courant. Mais les sages-femmes, de toute façon, les sages-femmes, quand il y a un bébé qui doit naître, elles demandent quand a lieu la prochaine pleine lune, hein. Quand un bébé doit naître, il demande la prochaine pleine. Ah, il y a une prochaine lune là, et ben il va naître dans. C'est régulier où effectivement l'accouchement va être un petit peu anticipé par rapport à la date, parce qu'une pleine lune arrive et c'est assez voilà. déclencheur. Personnellement, j'ai un calendrier. Quand je ne dors pas, je sais qu'il va y avoir la pleine lune. Donc, j'ai même pas pourrez demander à Karine. Pas besoin de regarder. Voilà, mais c'est. Moi, sincèrement, pleine lune ou pas pleine lune, j'ai pas l'impression, maintenant c'est mon ressenti, de voir de différence et entre. Oui, peut-être, oui, tout à fait, oui. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, les études scientifiques, voilà, entre deux personnes, on a deux effets contradictoires. Et comme disait Vanessa, du coup, c'est qu'un panel qui est illustré à ce moment-là, et c'est pas véritablement ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'effectivement, je pense qu'on n'est pas tous touchés de la même façon par rapport aux effets de la Lune. Là, je reviens sur les personnes solaires et lunaires. Concrètement, les personnes qui sont très lunaires seront très très sensibles aux pleines lunes. Les personnes solaires, comme c'est le cas de Jérémy, elles vont dormir comme des bébés, il n'y aura pas de souci, quoi. Quand j'étais jeune fille, quand j'avais 15-16 ans, j'avais l'impression qu'il m'arrivait quand c'était la période de la pleine lune, il m'arrivait toujours des choses extraordinaires mais bonnes. Pour moi, c'était positif. Et j'attendais avec impatience la pleine lune parce que, pour moi, il allait m'arriver quelque chose de bien. C'est soit une affinité avec la pleine lune, soit certains diront un autoconditionnement. Oui, c'est peut-être un autoconditionnement. Voilà. Mais après, c'est ce que j'allais dire, excuse-moi Karine, que l'effet pleine lune est pas que vampire, loup-garou et trucs négatifs, quoi. Mais je pense que non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais pour dire comme Vanessa, c'est pas que négatif. Et c'est vrai que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont cette image-là encore, pour diverses raisons de notre histoire aussi, où c'est rattaché à quelque chose quand même un petit peu négatif encore. Une question pour Vanessa. Est-ce qu'une personne solaire peut devenir lunaire? Ou est-ce qu'une personne lunaire? Ah oui, on change d'état. Je comprends. Alors, je comprends. Étant jeune, j'étais plutôt solaire et je suis devenue lunaire. En fonction de nos rythmes de vie, de nos ressentis et de nos vécus personnels. Au cours de notre vie, on va être solaire et lunaire et ça va changer. Et tu peux le définir si on est solaire ou lunaire? Ça va être des comportements, ça va être ce que va dégager la personne, comment va se comporter la personne. Ça se ressent en fait avec l'habitude. On le ressent. Et moi, en lithothérapie, je le vois aussi parce que les gens sont attirés soit vers des pierres lunaires, soit vers des pierres solaires. D'accord. Moi, des beaux dit que je suis lunatique, alors je comprends pas. Bon. Christelle, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Hein, si oui. tu sens en plus, je veux dire, par rapport à tes différentes cordes à l'arc, n'hésite surtout pas à intervenir. Hein. Ce sera avec plaisir. Mais je pense que Christelle devra revenir parce qu'elle n'a pas eu le temps de nous parler encore de plein de choses. Et moi, ça, je crois que je vais m'y pencher un peu. Je vais bouquiner un petit peu pendant les vacances, là, sur le chamanisme et tout ce qu'il y a tout autour, parce que ça m'intéresse bigrement. Il faut que tu laisses à la radio une carte ou un numéro de téléphone pour les personnes qui souhaiteraient rentrer en contact avec toi. Avec plaisir. Hein, avoir un contact. Jérémy remettra de toute façon la page de Christelle sur la page aussi des grands mystères. Mais on laisse à la radio toujours des cartes parce que c'est demandé. Voilà. Bien, mes amis, je crois que nous allons bientôt terminer cette émission. Il y a Patrick qui me fait remarquer qu'il n'a pas dit sa phrase de clôture. Vas-y Patrick, je te laisse. La petite tradition qui a beaucoup plu à notre ami chaman. Tout ce qui est vrai n'est pas forcément démontrable et vice-versa. Kurt Gödel, qui était un grand physicien. Eh bien voilà, c'était sa phrase et moi je vais vous redire notre phrase habituelle. On y croit
ou on n'y croit pas, mais chacun est libre de son choix. Nous vous souhaitons des très bonnes fêtes et on vous dit à l'année prochaine. À très bientôt. Bonne fête. À très bientôt à tous. Au revoir.